Bonsoir, chers amis. Encore une fois, très heureux de vous retrouver sur les chemins d'ailleurs pour cette chronique aujourd'hui, où ce soir, on va essayer de présenter un petit peu cette crise de crédibilité des États-Unis au Moyen-Orient et puis cette montée de l'axe Chine, Russe et l'Iran. Oui, la crédibilité des États-Unis en tant que médiateur de paix dans le conflit israélo-palestinien est miné par des décennies de partialité structurale en faveur d'Israël, un soutien militaire et diplomatique constant, de pressions illégales, bien sûr, sur les partis, l'échec de nombreux plans qui ont été faits depuis maintenant des années, des contraintes politiques internes et des contradictions entre rhétorique et politique. Des décisions symboliques comme la reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne ont renforcé la méfiance. Cette perte de crédibilité transforme donc le processus de paix en un cycle de conflits gérés, les Palestiniens et la communauté internationale percevant Washington comme un avocat des intérêts israéliens plutôt qu'un médiateur neutre, sans un changement profond vers l'impartialité et le respect du droit international, les États-Unis ne pourront pas faciliter une paix juste et durable. Voilà, alors pourquoi les États-Unis manquent de crédibilité en tant que médiateurs de paix dans le conflit israélo-palestinien? Depuis des décennies, les États-Unis se positionnent comme des médiateurs indispensables et parfois uniques dans le long conflit israélo-palestinien. Pourtant, malgré une longue histoire, l'engagement diplomatique, y compris de nombreux cycles de négociations de haut niveau pour ces conférences de paix ambitieuses et dans divers cadres de résolution proposés, le conflit perdure avec une persistance tragique, on le voit avec le génocide qui est en train de se dérouler à Gaza. Il n'y a pas un jour où on ne reporte pas qu'il y a une cinquantaine d'enfants et de femmes qui ont été tués. Pourquoi? En allant chercher, par exemple, en allant vers les distributions de nourriture sur des points de Gaza, mais évidemment, avant qu'ils n'arrivent à destination, ils se font tirer dessus. Alors évidemment, c'est tragique. Et ceci perdure depuis maintenant plusieurs années. Gaza n'existe pratiquement plus. Les déplacements de la population et bien entendu, on ne fait plus confiance dans la capacité de Washington à faciliter une paix juste et durable. C'est visiblement tous les jours, c'est érodé. En particulier parmi les Palestiniens et une partie importante de la communauté internationale. Le problème fondamental transcende le simple échec des initiatives individuelles. Il réside dans une perception profondément ancrée selon laquelle les États-Unis sont fondamentalement biaisés, incohérents dans leur application des principes et donc intrinsèquement incapables d'agir en tant que courtier véritablement neutre et efficace. Ce manque de crédibilité compromet l'ensemble du processus de paix, transformant ce qui devait être une voie vers la résolution en un cycle de conflits gérés. On a bien vu, encore une fois, pour l'illustrer, avec toutes ces demandes de cessez-le-feu, les 4 vétos qu'il y a eu viennent bien évidemment des États-Unis. Même la dernière proposale des Républiques algériennes a été acceptée, mais évidemment, elle n'est toujours pas respectée, puisqu'il y a des pauvres Palestiniens qui meurent tous les jours et le génocide tient place au moment où je parle. Alors oui, je disais qu'il y avait un biais structurel en faveur d'Israël. Bien sûr, les États-Unis entretiennent avec Israël une relation sans précédent et profondément ancrée,
un lien qui va bien au-delà des alliances diplomatiques classiques. Cette relation se manifeste concrètement par une aide financière et militaire substantielle, totalisant près de 4 milliards de dollars par an en aide militaire, ce qui confère à Israël un avantage stratégique signifiant. En outre aussi, les États-Unis offrent une protection diplomatique constante dans les forums internationaux, je l'ai illustré encore une fois, en parlant du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ici, Washington a exercé à plusieurs reprises à son droit de veto, comme je disais, pour bloquer des résolutions critiquant les actions israéliennes. Mais même lorsque les résolutions recueillent un large consentement international et reflétant le droit international établi, pour le Palestinien, ce soutien indéfectible et ce bouclier diplomatique constant ne sont pas seulement un signe d'alliance, ils démontrent sans équivoque que la médiation américaine n'est pas un arbitrage impartial, mais plutôt une extension stratégique de sa politique étrangère, principalement destinée à présenter et promouvoir les intérêts d'Israël, souvent sous le couvert trompeur, je répète, de la promotion de la paix. Quand on accepte d'assister à un génocide et qui plus est en armant les perpétrateurs, non. On ne fait pas la promotion de la paix. Je suis désolé. Alors ce déséquilibre, bien sûr, est perçu comme pas est perçu, mais il jette une ombre sur toute action diplomatique menée par les États-Unis, la rendant suspecte d'emblée. Alors, si vous voulez, on peut parler des échecs dans le passé, on peut parler de la contrainte politique intérieure, on peut parler encore des contradictions entre rhétorique et politique, sans oublier bien évidemment ces décisions symboliques qui renforcent la méfiance. Oui, je vais peut-être en dire un mot là-dessus, c'est au-delà des déséquilibres politiques, plusieurs choix politiques américains hautement symboliques et impactants ont profondément renforcé le scepticisme et la méfiance des Palestiniens. La reconnaissance controversée de Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël en 2017, une décision qui a empêché les négociations sur le statut final de l'une des questions les plus sensibles du conflit. Et puis ça a envoyé un puissant message de partialité. De même, la mise à l'écart délibérée des préoccupations palestiniennes et le manque d'engagement avec l'autorité palestinienne lors des négociations des accords d'Abraham, par exemple. Ça démontre un mépris total pour les droits des Palestiniens, à leur aspiration à un État. En outre, le refus persistant des États-Unis de soutenir sans équivoque la création d'un État palestinien aux Nations Unies, en opposant souvent leur veto et en soutenant sans aucune retenue toutes les actions et les justifiant même d'Israël. On le voit encore, il y a plus de 150 pays qui ont reconnu la Palestine aux Nations Unies, l'Assemblée générale avec le discours de tous les présidents du monde, presque aux trois quarts ont accepté que la Palestine devait avoir son État. Qui plus est, on parle toujours aujourd'hui, oui, c'est la solution à deux États, mais les accords de 1948, il y avait déjà deux États, Israël et la Palestine. Alors, je dirais en conclusion, en ce qui concerne ce manque de crédibilité des États-Unis vis-à-vis de la question palestinienne, le manque de crédibilité généralisée qui affecte le rôle des États-Unis en tant que médiateur de paix dans le conflit israélo-palestinien, n'est pas un problème éphémère découlant d'une seule administration ou d'un sommet isolé. Raté, on parle de 30. Non, ça a toujours existé. Il s'agit plutôt, à mon avis, d'un résultat cumulatif
et profondément diplomatique des États-Unis, que ce soit Biden, que ce soit Reagan, que ce soit Bush, etc. Et ça, comment ne pas prendre en considération que pour être un médiateur efficace, il doit féliciter une véritable résolution, une véritable paix. Or, comme je viens de l'illustrer en introduction, non. La position des États-Unis n'est pas celle d'un médiateur de paix, mais plutôt d'un médiateur qui autorise, sous le couvert de droit à la défense, il autorise les génocides qui est en train de se passer. Et qui plus est, c'est eux qui arment Israël. C'est 4 milliards de dollars chaque année pour l'armement. Alors, les Palestiniens, bien évidemment, ne peuvent pas accepter, quels que soient les plans qu'on leur présente, à partir du moment où l'on sait que les États-Unis n'ont rien fait pour arrêter Israël. On le voit, la proposition des 21 points de Trump, c'est absolument pas acceptable, ni dans la forme, ni dans le fond, pour les Palestiniens. Et quand on dit je dis pour les Palestiniens, c'est pas pour le Hamas, c'est pour les Palestiniens. Ce n'est pas vivable. Voilà, ça c'était en ce qui concerne la question de les États-Unis en tant que médiateurs. Mais il y a un autre point que j'aimerais aborder avant de vous quitter ce soir, c'est cette crise de crédibilité des États-Unis, pas seulement au Moyen-Orient, mais ce qui a donné naissance à cette montée de l'axe Chine, Russie et Iran. Oui, les États-Unis connaissent un déclin significatif et accéléré de leur crédibilité au Moyen-Orient. Cette érosion de la confiance est l'aboutissement de décennies marquées par une approche stratégique incohérente, l'application de deux poids, deux mesures et une série d'interventions militaires et diplomatiques infructueuses. Ce vide persistant, créé par la diminution de l'influence américaine, a ouvert la voie à l'émergence d'un nouvel équilibre des pouvoirs, de plus en plus multipolaire. Dans ce passage en évolution, un axe redoutable composé de la Chine, de la Russie et de l'Iran se présente activement comme une alternative convaincante et fiable pour les États de la région en quête de partenariat. Cette note d'orientation analyse méticuleusement les faux pas stratégiques commis par Washington. Le plus récent, c'est celui de cette attaque sur Doha qui a été, quoi que dise Trump, téléguidée, qui a été montée par Israël avec l'aval des Américains. Alors voilà, c'est là où il y a une incohérence stratégique. C'est là où il y a un héritage d'imprévisibilité. La pierre angulaire de la crise de crédibilité des États-Unis réside dans son engagement stratégique erratique et souvent contradictoire au Moyen-Orient avec cette, comment dirais-je, ce soutien indéfectible et quelles que soient les conséquences qu'il donne à Israël. C'est un engagement erratique, oui. L'engagement des États-Unis a oscillé de manière radicale des périodes d'extension excessive et ambitieuse. Mais lorsqu'on voit les guerres douteuses et coûteuses en plus, en Irak en 2003 et en Afghanistan en 2001 jusqu'en 2021, ça a été désastreux. Il y avait des objectifs ambitieux de la part des États-Unis, mais finalement, ils ont laissé derrière eux un héritage d'instabilité profonde, de destruction généralisée et de souffrances humaines. Alors ces engagements prolongés ont ensuite souvent été suivis de retraits soudains et sans cérémonie. Voilà, ils laissent le chaos en 2011, ils laissent l'abandon
aux forces extrémistes en Afghanistan en 2021 et évidemment ce qui va donner naissance à un pivot de la région vers l'Asie. L'accent stratégique mis par l'administration Obama sur la sécurité en Asie-Pacifique, bien que compréhensible d'un point de vue mondial, a involontairement signalé à de nombreux acteurs régionaux du Moyen-Orient que leur préoccupation était plus une priorité déclinante, qui n'était plus une priorité, mais c'était une priorité déclinante de cette puissance dite mondiale. Et évidemment, nous devons regarder à de trouver d'autres solutions pour se protéger de cette insécurité dans le soutien des États-Unis et évidemment pour sauver aussi leurs économies. Alors, comment dire ces échecs politiques, bien entendu, de deux poids, deux mesures, ça sapé l'autorité morale de ceux qui se croyaient protégés par les États-Unis. Je vous ai cité Doha, qui a été bombardé. Et puis, bien sûr, il y a eu ces bombardements, cette guerre des 10 jours, 12 jours avec l'Iran. Et c'est là que maintenant, au Moyen-Orient, on se dit, mais si l'Iran a été capable de faire ça, de confronter Israël, et si l'Iran a été sollicité indirectement par Trump pour, après 4 jours du conflit avec l'Iran, pour avoir un cessez-le-feu, c'est qu'il y a peut-être d'autres avenues à explorer. Et c'est là où il y a eu des erreurs géopolitiques et qui ont alimenté la refonte, comme je viens de dire, régionale. On a parlé de la guerre de l'Irak et l'invasion de l'Irak en 2003 et comment ils sont partis et laissé le chaos. Il y a aussi l'approche américaine avec la Syrie. La guerre en Syrie était caractérisée par l'incohérence et l'indécision avant que ne vienne ce nouveau dealer de la Syrie qui est issu de la mouvance islamique, qui était considéré comme, encore il y a quelques mois, comme un paria. Voilà qu'on commence à négocier avec lui. Sans oublier la sortie de l'Afghanistan en 2021. Ça a abouti à l'effondrement du gouvernement soutenu par les États-Unis et le retour rapide des talibans. Alors évidemment, c'est là où il y a une émergence qui est apparue, celle de l'axe Chine, Russie, Iran. Et ça, c'est une nouvelle réalité multipolaire. Le vide créé par le déclin, comme je viens de l'illustrer, de l'influence américaine, a été facilement comblé par un axe de puissance en voie de fusion, chacune offrant des avantages distincts aux partenaires régionaux. La Chine, par exemple, Pékin propose un modèle alternatif, convaincant, centré sur l'engagement économique et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Pourquoi China a mis en exergue que non seulement les États-Unis ne protégeaient pas les pays à qui elles avaient promis protection, Doha par exemple, mais aussi c'est elle qui met en place des dictateurs, des présidents à vie, comme l'Égyptien Sisi. Et ça, la Chine a su jouer sur ça. Et la Chine, elle offre d'importantes opportunités commerciales, un développement d'infrastructures, des investissements, sans imposer aucune condition politique, comme les États-Unis, par exemple, qui laissent toujours derrière eux, même en partant, ils ont laissé le chaos, mais ils supportent des dictateurs, là, bien avec le support de la Syrie, par exemple. Voilà, et ça c'est pour la Chine. Et puis maintenant, vous avez la Russie, bien évidemment. Moscou projette une image de loyauté, elle, quant à la, envers ses alliés. Oui, Moscou projette une image de loyauté indéfectible envers ses alliés, notamment, ça a été démontré par son soutien militaire indéfectible à Bachar al-Assad en Syrie,
il y avait une présence militaire constante, etc. On pourra dire que ça n'a pas abouti au résultat qu'on voulait, mais en tout cas, la Russie était là. L'Iran, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, la guerre des 12 jours. L'Iran, il profite largement des faux pas des États-Unis en Irak, en Syrie, au Liban. Bien sûr, certains diront qu'ils ont des proxys avec les Houthis, avec le Hamas et le Hezbollah, dans les pays que je viens de citer. Mais toujours est-il que l'Iran a forgé des liens des plus solides avec Moscou, qui se manifestent maintenant aussi avec une coopération militaire croissante, notamment en matière de technologie des drones et du partage de renseignements. Si demain l'Iran, pour une raison ou pour une autre, est attaqué, ou par Israël, ou par les États-Unis, eu égard aux traités qui ont été signés et qui plus est pour 25 ans, je ne pense pas que la Russie va rester impassible si jamais l'Iran commence à être en danger. De même que la Chine interviendra aussi parce qu'elle aussi a des contrats économiques signés avec l'Iran et ne permettra pas que l'Iran soit attaqué. Pourquoi? Parce que c'est leur source principale de tout ce qui peut faire marcher leur économie, c'est-à-dire ce pétrole. Voilà, et puis bon, je peux parler aussi des États du Golfe qui, eux, maintenant ont pris conscience de l'évolution du paysage géopolitique et ils ont compris que les États-Unis dans le Golfe, bien, lorsqu'Israël commençait à agir, eh bien, ils ne feront rien du tout, ils le laisseront faire. Il y a même l'Arabie Saoudite qui a noté cela, de même que les Émirats Arabes Unis. Et maintenant, ces deux pays que je viens de citer, ils sont en train de diversifier activement leur partenariat avec la Chine et la Russie. Alors bien sûr, ça, c'est une évolution due à un échec de confiance de la part des États-Unis, et puis aussi parce qu'il fallait trouver une alternative, puisqu'on n'est plus défendu par les États-Unis, ils ne tiennent pas leurs promesses, donc on va aller vers cet axe qui est en train de se créer, celui de la Chine, de la Russie et de l'Iran. Et ils se disent que peut-être qu'on aura plus à gagner avec eux que de rester avec les États-Unis qui ont toujours ce soutien inconditionnel en ce qui concerne le soutien à Israël. On le voit avec les attaques qui ont eu, etc. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais conclure sur ça aussi, c'est les États-Unis, ils ont perdu une grande partie de leur crédibilité au Moyen-Orient. Ils ont laissé un vacuum. Ce vacuum est rempli actuellement par la Chine, la Russie et l'Iran. Et ce trio devient une puissance avec laquelle il faut compter. Et ce changement stratégique vers l'Est deviendra, ou est déjà devenu, une caractéristique irréversible et permanente du paysage mondial, en remodelant fondamentalement l'équilibre des pouvoirs pour les décennies à venir. Là, je pense qu'il y a matière à réfléchir. Bon, je n'ai pas parlé de l'Ukraine, mais qui est aussi un élément très important pour le Moyen-Orient. Lorsqu'on voit comment l'Ukraine, on se démène pour l'aider et on parle des droits de l'homme, on a même condamné Poutine au niveau de la Cour internationale de justice, mais par contre, Israël en reste quoi? Malgré qu'il y a un génocide qui est en train de se faire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous retrouverai très très prochainement pour une autre chronique. Bonsoir.